Bonjour, bienvenue sur Le Son de Victoire, le podcast des réussites professionnelles au féminin. Nous vous proposons d'écouter des témoignages de femmes que nous considérons être des rôles modèles par leur trajectoire professionnelle et par leur comportement au travail. Ces femmes nous semblent à la fois inspirantes et accessibles. Dans certains épisodes, ce sont des spécialistes du travail au féminin qui viennent partager leur expertise et leurs convictions. Nous sommes convaincus que vous trouverez dans leur partage d'expériences des clés pour développer votre propre parcours professionnel. Je suis Perrine Corvézier, avec ma complice Amélie Dac, que vous entendrez sur d'autres épisodes. Nous avons fondé Human Learning Expedition ou HLX. HLX est le cabinet de conseil et de coaching qui accompagne les réussites professionnelles, individuelles et collectives en cultivant les comportements qui mènent au succès. En parallèle de ce podcast, et également sous le nom de Leçon de Victoire, HLX propose une offre de modules d'auto-coaching audio-guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle. Rendez-vous sur le site leçondevictoire, toutattaché.com pour voir en détail comment nous aidons les femmes à dépasser les difficultés qu'elles rencontrent au travail et à se réaliser pleinement. Ça, c'était nous. Et vous qui écoutez le podcast Leçon de Victoire, vous avez un rôle très important si vous aimez ce que vous entendez, celui de faire rayonner ce podcast. Parlez du podcast Leçon de Victoire autour de vous. Commentez et notez cet épisode avec les fameuses 5 étoiles qui permettent d'inspirer encore plus de femmes, de les guider dans leur évolution professionnelle, de leur signifier qu'elles ne sont pas seules à rencontrer des difficultés dans leur carrière de femme et de leur soumettre des comportements inspirants. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Je suis convaincue qu'un problème sans chiffres est un problème qui n'existe pas. Donc moi, je suis très partisane de mesurer beaucoup de choses là-dessus, parce que plus on mesurera et plus on aura des chiffres de façon très factuelle, et plus on peut attirer l'attention sur cette problématique. Et une fois que l'attention est attirée, essayer d'y remédier. Voici un nouvel épisode du podcast Leçon de Victoire, dans lequel une spécialiste du monde du travail est invitée. Notre témoin aujourd'hui, c'est Isabelle Rouen. Elle est chef d'entreprise. Elle dirige un cabinet de recrutement qui accompagne la transformation digitale après avoir contribué pendant plus de 20 ans à la conduite du changement digital dans les groupes comme Renault, Havas et Facebook. Elle est l'auteure du livre Métiers du futur et a cofondé en 2019 le think tank l'Observatoire des métiers du futur. Elle a pris le temps de partager ses connaissances sur le travail de demain, issues de recherches et d'observations, et j'étais curieuse de connaître son point de vue sur la place actuelle des femmes dans les métiers du digital et la place probable des femmes dans cet avenir professionnel où les tendances évoluent pour certaines encore plus vite qu'imaginées. Lors de notre échange, nous avons parlé du futur métier d'éducateur d'algorithmes, mais également de sujets plus d'actualité comme l'impact de la crise sanitaire sur l'employabilité des femmes, comme les biais d'aiguillage au moment de l'orientation scolaire et de la formation supérieure, ainsi que d'autres sujets qui nous éclairent sur la difficulté à faire évoluer la mixité d'un secteur comme la tech, où rien n'est permanent, sauf le changement. Sur le site internet de Colibri Talent, le cabinet de recrutement d'Isabelle, on peut lire cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui résume bien notre échange. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Bonne écoute. Bonjour Isabelle. Bonjour Perrine, comment ça va ? Ça va très bien, merci de me consacrer ce temps. Ce matin, pour notre interview à distance, on est en période de reconfinement. Voilà, ceci explique cela. Et malheureusement, on fait cette interview sans se voir. Néanmoins, j'ai quand même plein de questions et je suis sûre que ça va être passionnant. Je voulais déjà commencer par poser une question que je pose à toutes nos invitées. Quand on fait un tour de table des participants d'une réunion où vous ne connaissez personne, quand arrive votre tour, qu'est-ce que vous dites ? Je dis bonjour, je suis Isabelle et je suis chef d'entreprise. Et vous en dites pas plus ? Non, ça sert à rien d'en dire plus. J'aime bien que les gens découvrent au fur et à mesure. Parfait. Je vous invite aujourd'hui sur ce podcast parce que je vous considère comme une des spécialistes du travail et en particulier du futur du travail et du travail au féminin. On a déjà discuté beaucoup d'avis et de
réflexions sur le sujet. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre casquette de spécialiste du travail de demain ? Avec plaisir. La casquette de spécialiste du travail de demain, je l'ai acquise depuis 3 ans en créant déjà mon entreprise qui est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la tech et de la data, qui s'appelle Colibri Talent. Et surtout, ce qui l'a beaucoup renforcé, c'est le fait d'avoir publié l'année dernière aux éditions First un livre qui s'appelle Les métiers du futur, publié en 2019. J'ai eu la chance que ce livre marche pas mal, donc je suis très fière de cette réussite-là. Et en fait, du coup, moi, j'ai un gros champ de recherche sur le futur du travail et par les publications que je peux faire. On a parlé du livre, mais je publie également une chronique dans Influencia tous les 15 jours sur ces sujets-là. J'ai un deuxième livre en préparation et j'ai le privilège d'animer et d'avoir cofondé un think tank qui s'appelle l'Observatoire des métiers du futur. On est 13 à collaborer au sein de ce think tank, c'est une association. Et du coup, ça renforce aussi la vision que je peux avoir et que je peux co-construire sur le futur du travail. Quels sont les sujets déjà un peu chauds du moment sur le sujet du travail ? Alors, le sujet le plus chaud du moment, vous avez attiré notre attention en démarrant le podcast, on est reconfiné. Du coup, il y a 2 sujets qui sont très chauds. Il y a un premier sujet très chaud sur le télétravail, bien évidemment. Et il y a un deuxième sujet très chaud qui est sur l'emploi. Parce qu'on est dans une situation de crise économique qui est extrêmement importante. Et du coup, on sent qu'il y a une vraie tension sur l'emploi en ce moment, une vraie crispation. Moi, je pense aussi qu'on peut faire de cette crise-là une opportunité intéressante. Il faut quand même avoir en tête qu'en France, on a 80 000 postes structurellement non pourvus chaque année dans le monde de la tech. La tech est le premier secteur qui recrute en France. Et donc, du coup, on a devant nous une opportunité d'aller orienter des gens vers ce secteur-là pour les remettre dans une dynamique d'emploi et d'employabilité une fois qu'on sera déconfiné. Au sujet des femmes dans ce monde du travail et dans ce monde de la tech, vous avez publié plusieurs articles où vous faites état non seulement de la pénurie de profils féminins, mais aussi du fait que ça a stagné ces dernières années. Et moi, j'avais pensé que ça avait beaucoup évolué. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Eh bien, effectivement, malheureusement, ça stagne. On a des chiffres qui sont très clairs. Le Syntec numérique, qui est l'organisation professionnelle et le syndicat professionnel, aujourd'hui estime que les Françaises, les femmes en France dans la tech, c'est 30% des salariés. C'est un chiffre qui est en stagnation depuis 2013, malheureusement. Donc même si le problème et la problématique elle est soulevée depuis assez longtemps, on voit assez peu de modifications à ce niveau-là dans le secteur de la technologie. Vous savez à quoi c'est dû ? Comment vous l'expliquez ? C'est essentiellement dû à une problématique d'orientation. C'est-à-dire que l'objet, c'est pas de parler de discrimination. L'objet, c'est vraiment d'attirer l'attention sur le fait que les études d'ingénieurs attirent moins de femmes que les hommes et que le déficit, en fait, s'accroît dans le temps. C'est-à-dire que 56% des femmes dans l'univers de la technologie vont quitter leur poste à mi-carrière. Donc plus le temps avance et plus le temps passe et plus l'air se raréfie dans les sommets et moins on va avoir de femmes. C'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure de 30% de femmes salariées dans la tech, mais elles ne sont que 12% à diriger une start-up. Et en termes de financement, elles ne vont capter que 2,2% des fonds investis quand elles lèvent des fonds. Donc en fait, plus on monte dans l'écosystème et moins il y a de femmes, et c'est ça qui est extrêmement problématique. Et c'est notamment lié à un déficit au départ sur l'orientation et sur la formation. Et dans votre observatoire des métiers du futur et dans votre livre, quelles sont un peu les tendances qui se dégagent pour les femmes ? Est-ce que vous avez particulièrement étudié cet aspect-là ? Alors, je l'ai étudié particulièrement. Ce qu'on voit en fait, la première chose, c'est que c'est pas un sujet c'est pas simplement un sujet, on va dire, d'éthique ou de parité ou de diversité. C'est aussi un sujet de performance. Ce qu'on voit très bien, et c'est notamment McKinsey qui l'a démontré dans une étude, c'est que plus on va avoir de la diversité dans la gouvernance d'une entreprise et plus elle va être performante. Et ils estiment notamment que quand on a une diversité de genre, une parité de genre dans la direction d'une entreprise, on va avoir une surperformance de 5% de l'entreprise. Et quand on a tous les types de diversité qui sont représentés dans sa gouvernance, donc le genre, mais également les générations, l'origine sociale et culturelle, le handicap et l'orientation sexuelle, là, on va avoir une surperformance de 15%.
Donc c'est un sujet qui est hyper important, et il est important bien sûr pour des valeurs éthiques tout à fait logiques et louables, mais au-delà de ça, c'est en plus un enjeu de performance économique qui est très important à prendre en compte. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que n'importe qui peut faire pour améliorer la situation justement d'équité, de performance, de positionnement des femmes en direction d'entreprise, ou en tous les cas pour qu'elles puissent mener des carrières qui leur conviennent? Je pense qu'il y a un vrai sujet de formation et de reformation tout au long de sa vie. Euh, Moi, la conviction que j'ai et que je défends depuis que je suis spécialisée sur le sujet du futur du travail, c'est que je pense que chacun et chacune doit être acteur de son employabilité. Et ça passe par le fait de se former régulièrement et tout au long de sa vie. Et il y a beaucoup d'initiatives qui permettent aux femmes de se former, de se reformer au monde de la tech. Je pense notamment à 50 in Tech, qui a été créé par Caroline Ramad, qui va permettre d'identifier et de créer des visiers de femmes performantes dans le monde de la tech. Vous avez Social Builder, qui est une organisation qui est pilotée par Emmanuel Larocque, qui a formé plus de 40 000 femmes depuis sa création au métier de la technologie, des femmes de tous les âges, et particulièrement des femmes de plus de 45 ans, qui étaient plus difficilement employables. Donc il y a un vrai enjeu à ce niveau-là, et je suis une incorrigible optimiste, et je suis convaincue qu'on craquera une grande partie de cette problématique-là en ayant des efforts de formation très volontaristes, notamment auprès des femmes. Et ça vaut tout à fait le coup d'avoir des promos que de femmes. Oui, vous croyez au fait que les femmes entre elles, les groupes de femmes, sont performants, sont bénéfiques? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, je pense pas qu'il faille rester à terme uniquement en groupe de femmes, parce que le sujet est aussi un sujet de réseau, et que ce serait dommage pour les femmes d'avoir un réseau, on va dire, amputé à 50% et sans prendre en compte les hommes. Donc, il y a un vrai intérêt à avoir des réseaux mixtes. Mais sur la partie formation, sans parler de discrimination positive, pour rattraper le retard que je vous ai donné et qui est chiffré, ça vaut tout à fait le coup d'avoir un coup d'accélérateur avec un coup de projecteur un peu plus poussé pour les femmes. Ça marche très bien. C'est très clair. Vous, dans votre chasse de tête au quotidien, est-ce que vous avez vu évoluer les demandes envers les femmes, justement? Est-ce que vous constatez encore régulièrement des discriminations, ou est-ce qu'au contraire, il y a de la discrimination positive? Est-ce que vous rencontrez des difficultés à trouver des profils de femmes qui conviennent à l'ensemble de vos postes? Alors, je constate pas de discrimination. Alors déjà, c'est profondément illégal. Donc, en l'occurrence, si on discriminait, nous, en tant que recruteurs, ou si une entreprise discrimine en disant je ne veux que des hommes pour ce poste-là, on n'a absolument pas le droit de le faire. C'est strictement interdit. Au-delà de ça, moi, ce que je vois, alors après, j'ai un prisme qui est sans doute un petit peu biaisé, parce que je fais essentiellement des chasses dans l'univers de la tech, et on s'est dit que c'était quand même un univers qui était plus masculin. C'est vrai que moi, j'ai plus de difficultés sur certains postes à avoir des shortlists qui sont mixtes. Pourtant, j'y suis extrêmement attachée. Je crois que j'ai une casquette de suffragette, et que je suis connue pour ça, et je l'assume. Et c'est vrai que du coup, sur certains postes, pour pouvoir avoir une proposition de candidate et de candidat, je vais chercher des femmes un peu plus loin. Si je trouve pas sur Paris, je vais être amenée à aller chasser à l'étranger, à aller chercher des femmes peut-être à Berlin, peut-être à Londres, alors que j'aurai sur certains postes beaucoup plus de facilité, et que je vais trouver tous les profils masculins que je souhaite en regardant uniquement autour de moi en région parisienne. Donc c'est ce genre de choses que je vais être obligée de faire, par exemple, de façon à pouvoir aligner les bons profils à compétences égales de femmes qualifiées et d'hommes qualifiés à proposer pour un poste, pour qu'après le client puisse faire son choix et prendre la meilleure personne pour occuper ce poste-là. Pendant les entretiens, est-ce que vous avez l'impression que les femmes maintenant ont appris à se vendre, à se présenter, à se valoriser aussi bien que les hommes? Alors, à se présenter et à se valoriser d'un point de vue verbal aussi bien que les hommes, oui, bien sûr. À se vendre au sens financier du terme, non. Et alors là, pour le coup, je suis sûre de ce que j'affirme, parce que c'est chiffré là encore. Il y a une loi quand même qui interdit les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. C'est une loi qui en France date de 1972. Et malheureusement, aujourd'hui, on note encore des écarts de salaire qui sont très importants. L'INSEE les chiffre à 19% en 2019 d'écart de salaire entre une femme et un homme. On est bien au-delà de la moyenne de l'OCDE qui tourne autour de 14%.
Donc il y a encore un vrai écart de salaire entre femmes et hommes. Donc ça veut bien dire qu'il y a un moment dans la négociation salariale, il y a un sujet qui fait que les écarts se creusent. Donc les femmes se vendent très bien quand elles sont en entretien ou quand elles doivent mettre en avant leur parcours, leurs points de force et leurs qualités. Là-dessus, je trouve pas de sujet ou pas de différence entre les femmes et les hommes. Par contre, quand il s'agit d'avoir une négociation salariale à l'embauche et derrière d'aller rechercher les augmentations, un homme va le faire beaucoup plus facilement qu'une femme. Ça, c'est vraiment chiffré et c'est long à combattre. Très bien, merci beaucoup. Un métier du futur qui serait exclusivement féminin, ça existe ? Oui, pourquoi pas. Je l'ai pas réfléchi comme ça, pour être très honnête. J'ai pensé tous les métiers du futur pour qu'ils soient autant accessibles aux femmes qu'aux hommes. J'ai pris vraiment la peine d'avoir de genrer à chaque fois les noms en disant avocat et avocate du futur. Enfin, ce genre de choses. Après, j'ai pas réfléchi très honnêtement à un métier qui serait exclusivement féminin. Tout comme je pense qu'il n'y a pas de métier qui soit exclusivement masculin. Heureusement, on a des sages-femmes qui sont des hommes. Enfin, je pense que chaque métier doit être accessible à une femme et aux hommes, et on peut avoir des écarts et des distorsions dans les deux sens, en fait. Dans les tendances qui vous ont le plus surpris depuis que vous menez ces études, dans les futurs de métiers, est-ce qu'il y a des tendances qui sont arrivées beaucoup plus vite que ce que vous l'avez imaginé ? Est-ce qu'il y a des directions qui ont été prises qui vous ont beaucoup surpris ? Oui, alors dans la tendance qui est arrivée beaucoup plus vite que ce que j'imaginais, c'est la vitesse de la transformation des métiers et du travail. Ce qui transforme les métiers, clairement, c'est l'automatisation. C'est le fait qu'on puisse automatiser une tâche. Ce que j'ai établi dans mes recherches, c'est qu'en fait, il y a 3 types de métiers du futur. Les métiers en évolution, des métiers qui existent déjà et qui vont se transformer du fait de l'automatisation. Donc ça va être par exemple l'avocat du futur, qui va se décharger de la recherche documentaire et de la rédaction d'actes standardisés et pouvoir faire plus de conseils. Il y a plein de métiers comme ça, le journaliste du futur. Deuxième univers, les univers en révolution. La révolution du monde de l'entreprise et du management, avec notamment le neuromanagement, tout ce qui est les méthodes agiles, l'univers de la smart city et l'univers de la création. Et enfin, 3e type de métier du futur, c'est des métiers d'innovation radicale, des métiers qui n'existent pas du tout, métiers d'éducatrice ou d'éducateur d'algorithmes, éducatrice ou éducateur de robots, d'éthiciens ou d'éthiciennes de l'intelligence artificielle, de consultantes en cybersécurité, tous ces métiers-là qu'on peut aller pousser et rechercher. Et ce qui m'a surpris, c'est la vitesse à laquelle ça se transforme. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, quand on parle de métiers du futur, on se projette à 10 ans, on se projette à un horizon 2030. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un chiffre qui est sorti en 2017 par l'Institut du Futur, qui est un think tank américain, californien, qui disait à ce moment-là que quand on est étudiant, dans 85% des cas, le métier qu'on exercera en 2030, il n'existe pas encore. Et du coup, dans l'inconscient collectif, cette année 2030 et cette borne à 10 ans, elle s'est figée. Et ce que je vois là en ce moment, du fait de la transformation, du Covid, de la crise, c'est que ça va beaucoup plus vite que prévu. On a basculé en télétravail quasiment du jour au lendemain en mars. Là, on vient de rebasculer et on voit que les changements, du coup, ils se font vraiment à marche forcée. Et ça, très honnêtement, ça m'a surpris que ça aille aussi vite. J'ai lu aussi un de vos articles où vous exprimiez le fait que les femmes en période de crise ont été beaucoup plus impactées que les hommes. Il y a eu plus de licenciements, il y a eu plus de... les femmes ont été beaucoup plus impactées. C'est un sujet que vous avez vraiment suivi, ça ? Ah oui, tout à fait. Alors c'est le chiffre que vous citez, il sort d'une étude qui s'appelle Trust Radius, qui a été faite aux États-Unis au moment, en fait, à la première vague de Covid, et ils ont été regarder ce qui se passait toujours dans le secteur de la tech, qui, comme vous l'avez compris, me passionne, et ils se sont rendus compte qu'en fait, les licenciements liés au Covid-19 avaient frappé 1,6 fois plus les femmes que les hommes. Concrètement, aux États-Unis, plus de 8% des femmes dans la tech ont perdu leur emploi contre 5% des hommes. Alors, c'est dramatique aussi pour les 5% des hommes.
Je suis pas en train de dire le contraire, hein. Le sujet, il est pour les deux, il est pour les deux genres, bien entendu. Maintenant, les femmes sont frappées plus tôt, plus vite, plus fort, et ça se voit dans pas mal de choses. Typiquement, les publications scientifiques d'articles universitaires pendant le premier confinement en France, elles ont été en chute libre pour les femmes, alors que pour les hommes, ça n'a pas bougé. Donc concrètement, les femmes, elles se sont un peu plus consacrées aux tâches domestiques parce qu'il y avait les enfants en confinement, l'école à la maison et la cuisine à faire tourner. Elles ont du coup moins produit et moins publié, là où les hommes n'ont pas changé de rythme. Et c'est vraiment, je suis pas en train d'affirmer des choses, c'est vraiment quantifié par un nombre de publications universitaires. Et c'est important, j'insiste beaucoup sur la quantification. À chaque fois, je vous donne des chiffres et je source. Pourquoi ? Parce que je suis convaincue qu'un problème sans chiffres est un problème qui n'existe pas. Donc moi, je suis très partisane de mesurer beaucoup de choses là-dessus, parce que plus on mesurera et plus on aura des chiffres de façon très factuelle, et plus on peut attirer l'attention sur cette problématique. Et une fois que l'attention est attirée, essayer d'y remédier. Très intéressant. Merci Isabelle pour ce partage. Je voudrais qu'on consacre quelques minutes aussi à parler un peu de votre parcours. Et en particulier, je serais curieuse de connaître la réussite professionnelle dont vous êtes la plus fière. Très clairement, d'avoir créé mon entreprise. C'est une immense source de fierté d'avoir créé Colibri Talent en 2017. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs sur 4 générations et de femmes entrepreneurs. Mon arrière-grand-mère avait un business. Ma grand-mère avait un business, et sur ma génération de cousins, je pense que j'étais la seule à être salariée. Et quand j'ai créé mon entreprise en 2017, ça a vraiment été un vrai changement pour moi, le fait de devenir chef d'entreprise. C'est pour ça que je me présente comme ça, en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'entrepreneur. Je suis hyper fière de ça. Et c'est aussi un moyen de briser le fameux plafond de verre. À partir du moment où vous prenez vos décisions, vous prenez vos responsabilités, vous avez plus du tout la problématique où vous vous dites, en fait, parce que je suis une femme, je vais peut-être avoir moins de possibilités pour monter. Ce sujet-là, je sais pas si c'est vrai ou pas, parce que moi, j'ai assez peu rencontré ce fameux plafond de verre. Mais en tout cas, quand vous êtes chef d'entreprise, et bien, du coup, cette problématique-là, elle saute complètement. Et pour l'anecdote, j'ai 2 enfants, je suis maman de 2 garçons, un de 15 ans et un de 11 ans. Et celui de 15 ans, cette année, quand on lui a demandé la profession de la mère pour remplir son cahier de correspondance avec responsable légal, la responsable légale, il a dit chef d'entreprise et il a écrit CHE2FE. Et j'ai trouvé ça juste bluffant, en fait. Lui, il s'est même pas posé la question. Moi, j'écris entrepreneur avec un E au bout. J'écrivais pas forcément chef d'entreprise de FE. Lui, il l'a écrit comme ça. Et je trouve que d'un coup de stylo plume, en fait, il a complètement pulvérisé le plafond de verre. Pour lui, la question se pose même pas. Et j'ai trouvé ça génial. Très bien. Est-ce que vous avez rencontré dans votre vie professionnelle, alors peut-être actuelle mais aussi passée, des difficultés particulières liées au fait que vous étiez une femme ? Étonnamment assez peu. Moi, je vous ai dit que je viens du monde des médias et des agences médias, qui est toujours un monde très féminin, à plus de 70% de femmes dans les effectifs. Moi, j'ai eu la chance d'être promue assez tôt, assez jeune. J'ai été la première femme associée chez Havas Media, à l'époque en 2010, si ma mémoire est bonne. Donc, du coup, j'ai pas rencontré de difficultés particulières liées à ça. La seule dont je me rappelle vraiment, ça a plus été une difficulté dans mes études, sur un truc qui est vraiment tout bête mais qui perdure. Ça a été que j'ai pas pu avoir de place en internat. J'ai fait une prépa. J'habitais loin du lycée où j'ai eu la chance de préparer. Il y avait 300 places pour des garçons, il y avait moins de 50 places pour des filles. J'étais pas dans le même département et je me suis tapé des heures et des heures de trajet tous les jours. Je me suis même endormie dans le train, je me suis retrouvée dans les dépôts de train parce que j'étais claquée. Là où mes camarades de jeu avaient, quand ils étaient des hommes, beaucoup plus de facilité à avoir une place en internat. Et c'est quelque chose qui perdure. La HALD, qui est l'autorité qu'on peut saisir quand on voit des discriminations, avait soulevé le problème dès 2009 en portant plainte et en montrant que quand on était un garçon, on avait 64% de chance d'avoir une place en internat en prépa et 36% pour une fille. Et ça, c'était en 2009. Et 11 ans après, je crois qu'on est à peu près dans les mêmes chiffres. Donc, le sujet ne se résout pas. Et c'est une double discrimination
parce qu'en fait, ça va discriminer plus les jeunes filles qui habitent loin et plus les jeunes filles de milieux modestes. Parce que quand vous venez d'un bon milieu, en fait, on peut vous louer le studio étudiant qui va bien, vous pouvez trouver une place en foyer de jeunes filles ou en foyer universitaire, mais ça coûte un peu d'argent versus une place d'internat qui coûte beaucoup moins d'argent. Et du coup, vous avez la double discrimination. Il y a moins de place en internat pour les filles et celles qui ont moins de moyens vont avoir soit beaucoup plus de trajets, soit moins de chances à arriver à se loger près du lycée. Donc, elles vont parfois renoncer à cause de ça et c'est dommage. Très intéressant. Je reviens sur votre job actuel que vous êtes vous-même créé. Est-ce que le fait d'être une femme et dans ce job-là de chasse de tête et aussi de chercheuse en quelque sorte sur le futur de responsable d'association, est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est un frein? Alors, je l'ai jamais réfléchi comme ça. Je pense que c'est un atout. Déjà, sur le métier de dirigeant de cabinet de recrutement, c'est un métier qui est très mixte. Pour le coup, j'ai autant de confrères que de consoeurs. Donc, il n'y a pas de sujet vraiment genré. Après, sur le fait plutôt d'être présidente d'association, c'est vrai qu'il y en a moins. Et même au sein de l'Observatoire des métiers du futur, pour avoir une parité dans les équipes, ça a pris un petit peu de temps. Alors que je suis très attachée à ce sujet-là, et il a fallu faire un petit peu de, j'aime pas ce mot-là, mais de discrimination positive, et aller chercher des femmes pour pouvoir rejoindre l'association. Maintenant, on est arrivé, on a autant de femmes que d'hommes dans l'asso, et je suis très fière de ça. Et je pense que du coup, c'est un atout et un avantage parce que je suis plus sensible à ces problématiques-là et à ces sujets-là. Et du coup, je me pose pas la question en me disant, oh là là, il y aura pas assez de filles sur la photo. J'ai d'office le réflexe. Et du coup, de me dire, si on n'y est pas, on met en pause et on va chercher les femmes talentueuses. Parce que l'idée, c'est pas d'aller chercher des gens qui sont, parce que ce sont des femmes, mais d'aller chercher à chaque fois des gens talentueuses, impliqués, et de faire en sorte qu'on arrive à une parité. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé savoir plus tôt dans votre parcours professionnel? C'est une bonne question. Alors, je vais vous dire un truc très personnel. Je crois que je me suis beaucoup maltraitée moi-même, toute seule comme une grande pendant ces années de salariat, et notamment à partir du moment où je suis devenue maman. Parce que j'ai voulu tout faire et tout mener de front. J'ai eu la chance d'avoir 2 enfants que j'ai eu assez jeunes. J'ai eu mon premier fils à 28 ans et le deuxième à 32. Et parce que j'avais envie de progresser, parce que j'avais envie d'avoir une carrière, parce que j'avais été nommée associée, et parce que j'avais envie d'être avec mes enfants, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai peu dormi, je me suis beaucoup négligée moi-même, et j'ai fini par me rendre compte que c'était pas bon. Et en fait, le fait d'être entrepreneur m'a rendu la maîtrise sur mon agenda et sur le temps, et ça a changé ma vie. Le fait de pouvoir gérer mon temps comme je veux a changé ma vie, a changé ma vie de famille, a changé mon rapport avec mes enfants. Je travaille énormément, mais je travaille d'où je veux, je travaille quand je veux. Je démarre très tôt, mais j'arrive à télétravailler quasiment toutes les fins de journée. Donc, je suis rentrée vers chez moi maintenant quasiment. Alors, pas quand on est confiné. Quand on est confiné, je suis chez moi tout le temps, bien sûr. Mais quand on n'est pas en confinement, je suis souvent rentrée chez moi vers 16h. Ça veut dire que quand mes fils rentrent du collège et du lycée, je suis là, je peux papoter avec eux. Je rebosse, je suis en télétravail, mais on a cet échange-là. Et c'est vrai que ça, je l'ai découvert assez tard que qu'on pouvait être maître de son temps, que ça servait à rien d'être présente au bureau à certains horaires, qu'on pouvait aussi bien bosser de chez soi. Et le fait d'être entrepreneur et de me sentir très libre à ce niveau-là, moi, a changé ma vie, vraiment. Et vous pensez en salariat, ça n'aurait pas été possible d'avoir cet équilibre de vie-là que vous souhaitiez? Je pense que ça dépend des entreprises et ça va peut-être évoluer du fait du Covid, parce que là, les habitudes changent. En salariat, c'était par exemple tout à fait possible chez Facebook, qui a une logique très orientée sur le management par les objectifs et par la performance, et en l'occurrence, cherche pas à savoir où vous êtes. Vous vous connectez d'où vous voulez. Du moment que vous délivrez le résultat attendu, vous vous organisez comme vous voulez. Ça, c'est très américain. Quand on a un management par les objectifs, c'est pas un sujet, l'organisation de votre temps. Par contre, dans la culture non anglo-saxonne, peut-être dans la culture plus latine, plus française, il y a encore un réflexe de quand on part à 18h, on vous dit « mais t'as pris ton après-midi ». Moi, ça m'insupporte, ce genre de choses. Et il y a encore une culture du présentéisme qui, je pense, finira par tomber avec toute la logique de télétravail et d'approche là liée à la crise du Covid qu'on est en train de vivre. Mais c'est plus lent.
Et quand on est entrepreneur, en fait, moi, ce qui rythme mon temps, c'est bien sûr les exigences des clients. Je m'adapte énormément, mais comme j'ai plus la contrainte de l'entreprise. Et puis ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis solo entrepreneur. Donc à partir du moment où j'ai pas d'équipe, je peux vraiment gérer mon temps comme je veux. Ce qui est un petit peu différent quand on a une charge managériale et où du coup il faut se synchroniser bien sûr avec ses collaborateurs. Donc c'est ça aussi qui a été un vrai déclencheur. C'est le fait de se dire je renonce au management et du coup le fait d'entreprendre seul facilite beaucoup cette chose-là et m'a rendu très agile. C'est pas un hasard si ma boîte s'appelle Colibri Talent. Le colibri, c'est parce qu'il est tout petit et très agile. Bien vu. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une jeune femme qui entre sur le marché du travail aujourd'hui ? Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Je pense vraiment que une jeune femme, une jeune fille qui arrive sur le marché du travail, elle a toutes les qualifications, toutes les qualités. Elle a envers elle-même en général un niveau d'exigence qui parfois est démesuré. Je pense que les femmes et les jeunes filles se mettent beaucoup de pression. Donc, en tout cas, moi, je me suis mis beaucoup de pression et je rencontre beaucoup de femmes qui se mettent la pression. Et j'ai envie de dire, mais fais-toi confiance. Le marché du travail, il est pas facile maintenant. C'est sûr que c'est pas simple. Et moi, j'essaye vraiment de faire beaucoup de choses en faveur de l'emploi et pas simplement des métiers du futur, parce qu'on va vers des moments compliqués avec la crise qu'on affronte. Mais fais-toi confiance, vraiment. Est-ce que vous avez un secret pour vous ressourcer, pour tenir dans la durée ? Je joue beaucoup de piano. Je me suis remise au piano il y a 5 ans. Ça m'apporte beaucoup d'équilibre et je joue du piano une demi-heure tous les matins avant d'attaquer la journée et ça m'aide énormément. Donc je me lève, je me fais un café, je le pose sur mon piano et je joue pendant une demi-heure et c'est vraiment mon moment pour moi, j'y suis pour personne. Et après j'attaque ma journée et ça marche hyper bien. Une des dernières questions que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous êtes optimiste sur l'évolution de la place des femmes dans la société ? Alors, je suis très optimiste, je vous l'ai dit, je suis une incorrigible optimiste. Donc je pense que les problématiques sont vraiment aujourd'hui bien cernées. Ce sera peut-être lent, ça prendra peut-être du temps, mais je suis convaincue qu'on va y arriver. La dernière question, c'est quel est votre prochain défi professionnel ? Sortir un deuxième bouquin. Vraiment. Top, j'ai hâte. J'espère l'année prochaine. Génial. Merci beaucoup Isabelle pour cette conversation enregistrée. Merci 1000 fois Perrine, j'ai adoré ce moment. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Abonnez-vous au podcast Le Son de Victoire sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes et retrouvez Le Son de Victoire sur le compte Instagram du même nom. Le Son de Victoire est proposé par Human Learning Expedition ou HLX, qui a également produit Talents Précieux, le podcast de la réussitologie. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx, humanlx.com ou suivez-nous sur LinkedIn. N'oubliez pas de vous rendre sur le site leçondevictoire.com pour découvrir notre offre de modules d'auto-coaching audio guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle, que ce soit pour vous ou pour vos amis, vos collègues ou les femmes de votre équipe. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.